C'était une matinée tranquille et lumineuse à Montepulciano, un petit bourg niché entre les collines ondulantes de la Toscane, où le soleil filtrait à travers les feuilles des oliviers anciens et les vignobles s'étendaient comme un tapis vert d'émeraude jusqu'à l'horizon ponctué de cyprès solitaires qui semblaient des sentinelles éternelles de cette terre fertile et riche en histoire, un lieu où le temps semblait couler plus lentement rythmé par le chant des oiseaux et le bourdonnement lointain des abeilles qui dansaient entre les fleurs sauvages, et l'air était imprégné du parfum terreux de la terre humide, après une nuit de rosée légère qui rendait chaque respiration une invitation à la paix intérieure. Mais cette sérénité fut soudainement interrompue par un grondement profond et croissant, un tonnerre mécanique qui résonnait des routes sinueuses, qui montait du fond de la vallée, faisant vibrer les fenêtres des maisons en pierre et attirant les regards curieux des quelques habitants qui se promenaient le long de la place principale, avec leurs chapeaux de paille et leurs sacs de course remplis de pain frais et de fromages locaux, jusqu'à ce qu'apparaisse un groupe de motards, leurs machines puissantes et brillantes, qui filaient avec un rugissement puissant, se garant avec une précision militaire sur le parking gravillonné devant un petit café appelé la Vigna Vecchia, un établissement modeste avec des tables en fer forgé à l'extérieur et une enseigne décolorée qui oscillait au vent léger, où les clients habituels, pour la plupart des personnes âgées qui sirotaient leur café espresso matinal en discutant des vendanges passées et des prix du vin, levaient les yeux avec un mélange de surprise et de méfiance vers ces nouveaux arrivants, vêtus de cuir noir et de bottes poussiéreuses, qui portaient avec eux l'aura d'aventure et de mystère typique de ceux qui vivent sur la route, et au centre de ce groupe se trouvait leur leader Giovanni Rossi, un homme imposant avec une stature qui semblait sculptée dans le marbre des carrières voisines, la peau marquée par le soleil et le vent de innombrables kilomètres parcourus sur ces routes sinueuses d'Italie, les cheveux noirs striés de gris rassemblés en une queue désordonnée, les yeux sombres et perçants qui racontaient des histoires de nuits sans sommeil et de regrets enfouis, ornés de tatouages fanés, qui narraient une liberté conquise à grand prix et de cicatrices qui parlaient de batailles gagnées et perdues, un homme dont le nom évoquait le respect et un voile de crainte parmi ceux qui le connaissaient non par cruauté, mais par la force intérieure qu'il émanait comme un lion, qui a appris à dompter sa propre rage, et à côté de lui se trouvait Edieno ses compagnons fidèles, Luca Moretti, le vice-chef du groupe, un type jovial et corpulent, avec une barbe épaisse et un sourire contagieux qui cachait une loyauté farouche, toujours prêt à détendre l'atmosphère avec une blague ou un rire sonore pendant les longs voyages, et Marco Esposito, le membre le plus jeune, un garçon de 25 ans, avec des yeux vifs et un enthousiasme contagieux qui avait rejoint le groupe grâce à Giovanni, qui l'avait sauvé d'une vie de petits ennuis et de délinquance dans les rues de Naples, lui enseignant la valeur de la fraternité sur deux roues. Et maintenant, Marco regardait le monde avec une gratitude silencieuse, apprenant chaque jour des histoires de milliers de ses compagnons plus âgés, tandis que le groupe s'asseyait aux tables extérieures, commandant des cafés forts et des croissants frais, ignorant les regards suspicieux des locaux qui murmuraient entre eux, les définissant comme « ces vagabonds à moto » ou « aventuriers sans racines ». Mais Giovanni n'en avait cure. Habitué à ce type d'accueil dans les petits villages où la nouveauté était vue avec scepticisme, et tandis qu'il sirotait son espresso brûlant, ses yeux se posèrent sur la serveuse qui se déplaçait avec grâce entre les tables, une jeune femme d'environ 30 ans nommée Sofia Bianchi,
avec les cheveux châtains attachés en une queue pratique, et un sourire courtois mais fatigué qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux verts, marqués par des cernes profonds, qui parlaient de nuit, sans sommeil et de préoccupations cachées, et quand elle se pencha pour verser le café dans la tasse de Giovanni, il remarqua quelque chose d'inquiétant sous son maquillage léger, une ecchymose fanée sur le poignet, partiellement cachée par la manche de sa chemise blanche, le type de marque qui ne provenait pas d'un accident fortuit, mais d'une violence délibérée, et ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle posait la sucrière sur la table, un tremblement qui trahissait une peur intérieure, et Giovanni sentit un nœud se serrer dans son estomac, car ce n'était pas la première fois qu'il voyait des signes de ce genre, évoquant des souvenirs enfouis d'une sœur aînée qui avait souffert en silence pendant des années, avant de disparaître de sa vie, un fantôme du passé qui le tourmentait encore dans les moments de calme. Mais, pour l'instant, il garda ses pensées pour lui, se limitant à observer Sophia, tandis qu'elle se déplaçait d'une table à l'autre, servant avec efficacité, mais avec un voile de mélancolie, que seul celui qui avait souffert pouvait reconnaître. Et à ce moment-là entra en scène le gérant du café Antonio Lombardi, un homme trapu et irascible, avec une moustache épaisse et des yeux petits et cruels, qui brûlait d'une arrogance réprimée, hurlant des ordres depuis la cuisine d'une voix rauque, qui fit sursauter Sophia, qui se hâta d'obéir, s'excusant pour un retard imaginaire. Et Giovanni remarqua comment elle se raidissait au son de cette voix, le corps qui se contractait instinctivement, comme si elle se préparait à un coup invisible, et tandis qu'Antonio passait à côté d'elle, il lui donna une poussée rude avec l'épaule, la faisant presque trébucher, et elle murmura un « mai dispiace » sourd, mais il répondit avec un grognement venimeux, l'accusant d'être lente et incompétente devant les clients, une humiliation publique qui fit tomber un silence embarrassé sur l'endroit, et les motards échangèrent des regards avec Luca, qui marmonna quelque chose sous sa barbe sur « des hommes qui se sentent puissants seulement avec les faibles ». Mais Giovanni le fit taire d'un geste continuant à observer. Et ce fut alors qu'une figure amicale s'approcha, la signora Elena Rossi, non apparentée à Giovanni, malgré le nom de famille commun. Une femme âgée et robuste qui gérait l'épicerie voisine du café avec un tablier fleuri et un sourire maternel qui illuminait son visage ridé, connu pour ses bavardages interminables et son cœur généreux, qui offrait souvent des conseils non sollicités aux voisins, et elle s'assit un moment à la table voisine, saluant Sophia avec affection, et lui demandant comment allait sa petite Isabella, la fille de Sophia, qui vivait avec sa grand-mère dans une petite maison aux marges du village. Et Sophia répondit avec un sourire forcé, disant que tout allait bien, mais Elena insista, remarquant sa pâleur et murmurant quelque chose sur ce mari qui ne mérite même pas une pensée, révélant indirectement que Sophia avait un passé tourmenté, peut-être un mariage raté marqué par des abus. Et Giovanni écouta, sans se faire remarquer, les pièces du puzzle se composant dans son esprit, tandis que le soleil montait plus haut dans le ciel bleu, projetant des ombres longues sur les vignobles environnants, et le groupe de motards, au lieu de repartir comme prévu vers Sienne, décida de prolonger l'arrêt avec Giovanni, qui sentait une urgence intérieure à rester. Un instinct protecteur qui se réveillait après des années de répression, et tandis que les locaux continuaient à les regarder avec suspicion, les définissant comme étrangers bruyants, qui pouvaient apporter seulement des ennuis. Giovanni savait qu'il y avait quelque chose de plus profond dans ce bourg idyllique, une obscurité cachée derrière les façades pittoresques, et il se promit d'enquêter non par héroïsme, mais pour racheter un regret qui l'avait suivi comme une ombre sur les routes infinies d'Italie, et ainsi, tandis que le vent léger portait l'écho de cloches lointaines de l'église du village,
le destin de Montepulciano commençait à s'entrelacer avec celui de ses voyageurs sur deux roues dans un entrelacement de compassion et de courage que personne n'aurait pu prévoir. Et Luca, percevant le changement d'humeur du chef, proposa de trouver un logement pour la nuit, une idée accueillie d'un hochement silencieux de Giovanni qui planifiait déjà les prochaines étapes. Observant Sofia rentrer dans le café avec les épaules voûtées, un poids invisible qui l'écrasait, et Marco, le jeune enthousiaste, demanda curieux pourquoi il restait recevant seulement une réponse vague sur des affaires en suspens, tandis que l'atmosphère du bourg se chargeait d'une tension subtile comme l'air avant un orage estival. Et Elena, remarquant l'intérêt de Giovanni, lui fit un clin d'œil complice, comme si elle savait que ces aventuriers pouvaient être la clé pour changer les choses, et le soleil continua à briller, illuminant les visages de ceux qui en ce moment étaient sur le point de devenir partie d'une histoire plus grande, une narration de rédemption et d'humanité cachée sous des couches de cuir et de poussière de route, où le grondement des motos n'était plus seulement du bruit, mais l'annonce d'un changement à venir, et Giovanni, assis là avec sa tasse vide, sentit son cœur battre avec une détermination renouvelée, prêt à affronter ce que le destin lui mettait devant dans ce pittoresque coin de Toscane où la vie coulait entre vignes et collines, mais où la douleur humaine restait universelle et sans frontières, le poussant à agir pour la première fois, après si longtemps, non pour lui-même, mais pour quelqu'un qui lui rappelait trop son passé irrésolu. Et ainsi la matinée se transforma en un prélude d'événements qui allaient bouleverser la quiétude de Montepulciano, portant à la lumière des vérités enfouies et des liens inattendus entre étrangers unis par le fil invisible de la compassion, tandis que le parfum du café se mêlait à celui des fleurs des champs, et le monde continuait à tourner, ignorant du drame qui se déroulait dans ce petit café au pied des collines toscanes où chaque regard, chaque geste, chaque parole non dite contribuait à tisser une toile de destin entrelacée, prêt à se révéler dans les jours à venir avec Giovanni, au centre de tout, un homme forgé par la route qui était sur le point de découvrir combien son cœur endurci par les expériences pouvait encore s'ouvrir à la gentillesse et à la protection des autres dans un voyage intérieur parallèle à celui sur ses motos bien-aimées à travers les courbes de la vie et les montées de l'âme. Et tandis que ses compagnons bavardaient entre eux racontant des anecdotes de voyages de passé, il resta silencieux, le regard fixé sur l'horizon où le vert des vignobles rencontrait le bleu du ciel, symbolisant l'espoir qui, même dans un monde cynique, pouvait éclore inattendu comme une fleur entre les roches. Et ainsi se termina cette matinée apparemment ordinaire, mais chargée de potentiel, laissant Giovanni, avec une décision prise, rester et observer peut-être intervenir. Car parfois, le destin nous place devant des miroirs de notre passé pour nous donner l'opportunité de corriger des erreurs anciennes. Et dans ce bourg toscane entre vin et histoire, un nouveau chapitre était sur le point de s'ouvrir plein de surprises et de leçons de vie. Tandis que le soleil de l'après-midi allongeait les ombres sur les vignobles dorés de Montepulciano, teignant les collines d'un orange chaud qui rappelait les couchers de soleil siciliens de son enfance. Giovanni Rossi se retrouva seul dans la chambre modeste d'un petit hôtel aux marges du bourg, un bâtiment ancien avec des murs en pierre brute et un lit grinçant qui sentait la lavande sèche, où il avait décidé de s'arrêter avec le groupe pour la nuit, renonçant au plan initial de continuer vers le nord, et là, allongé sur le matelas irrégulier, avec les mains derrière la tête et le regard fixé sur le plafond fissuré, les souvenirs l'assaillirent comme une marée soudaine, le transportant en arrière dans le temps vers un village poussiéreux de la Sicile orientale, où il avait grandi dans une maison humble
au pied de l'Etna, avec un père autoritaire et alcoolique, qui déchargeait sa frustration sur une mère fragile et soumise, une femme aux cheveux corbeaux et aux yeux tristes, qui cuisinait des arancini et des pâtes à la Norma avec des mains tremblantes supportant des ecchymoses cachées sous des vêtements usés sans jamais se rebeller. Et Giovanni, alors un garçon de 15 ans maigre et rebelle, avait assisté à ces scènes de violence domestique en silence caché, derrière une porte entrebâillée, le cœur battant fort de peur et d'impuissance, se rappelant vivement une nuit d'orage, où le père ivre de vin local avait frappé la mère d'un poing qui lui avait cassé le nez, et elle avait pleuré doucement en nettoyant le sang du sol, tandis qu'il ronflait sur le canapé. Et Giovanni avait juré à lui-même de ne jamais devenir comme cet homme. Mais au lieu d'intervenir, il avait choisi la fuite, quittant la maison à l'aube avec un sac plein de rêves brisés et une vieille moto volée à un voisin, errant sur les routes sinueuses de l'île jusqu'à rejoindre un groupe de motards errants qui lui avait offert une famille alternative, une fraternité faite de codes non écrits et de liberté sur 2 roues. Mais ce regret le poursuivait encore, la mort prématurée de la mère pour un accident domestique, que tous savaient être un mensonge, un secret enterré avec elle au cimetière du village, et maintenant dans cette chambre toscane éclairée par une lampe faible. Giovanni se leva d'un bond marchant de long en large sur le sol en terre cuite, la poitrine oppressée par un poids qu'il ne parvenait pas à secouer, se demandant si le destin l'avait amené à Montepulciano précisément pour racheter cet échec passé, pour aider Sofia avant qu'il ne soit trop tard, et tandis que le crépuscule enveloppait le bourg dans un voile de quiétude. Ses compagnons, Luca et Marco, frappèrent à la porte, entrant avec une bouteille de Chianti local et un jeu de cartes pour passer le temps. Et Luca, avec sa jovialité bourrue habituelle, raconta des anecdotes hilarantes d'un voyage précédent en Sardaigne, où ils avaient évité de justesse un troupeau de moutons fous sur une route de montagne, les faisant tous trois rire un moment. Mais Marco, plus sensible et introspectif, remarqua l'expression absorbée de Giovanni et lui demanda directement ce qui le tourmentait. Et après une hésitation, Giovanni partagea un fragment de son passé parlant de comment Marco lui-même lui rappelait le garçon qu'il avait été sauvé d'une vie d'erreur quand il l'avait rencontré à Naples, où le jeune était sur le point de finir dans de sérieux ennuis avec une bande de voyous, et Giovanni l'avait invité dans le groupe en lui enseignant à conduire une moto et à faire confiance aux autres, un acte de rédemption partielle qui le poussait maintenant à réfléchir. Sur Sofia. Et Luca hocha la tête compréhensif, ajoutant que la vie sur la route enseigne à reconnaître la douleur dans les yeux des autres. Mais précisément à ce moment-là, un bruit de la rue en dessous les interrompit et en regardant par la fenêtre, ils virent un groupe de locaux rassemblés devant une trattoria voisine menée par Giuseppe Marino, un agriculteur robuste avec des mains calleuses et un chapeau usé connu dans le bourg pour son tempérament fougueux et sa méfiance envers les étrangers qui criaient contre eux, les accusant d'apporter du désordre avec leurs motos bruyantes et d'effrayer les touristes et leur ordonnant de partir immédiatement, ou il appellerait les carabiniers et les motards descendus pour se défendre, se trouvèrent dans une confrontation tendue avec Giuseppe qui pointait le doigt contre Giovanni, le définissant comme un vagabond tatoué, qui n'avait pas sa place dans un village respectable comme Montepulciano. Et Luca répondit avec une blague sarcastique sur le fait que leur moto était plus fiable que les tracteurs rouillés de Giuseppe. Mais la situation risqua de dégénérer quand une paire de jeunes du coin se joignirent au chœur, poussant Marco contre un mur.
et seule l'intervention de Giovanni qui maintint son calme en levant les mains en signe de paix et en proposant de résoudre la chose avec une bière offerte par eux, évita une bagarre, même si Giuseppe s'en alla en marmonnant des menaces, laissant le groupe avec un sentiment d'hostilité palpable dans le bourg. Et plus tard ce soir-là, tandis qu'il marchait seul dans les rues pavées, éclairées par des lanternes anciennes, Giovanni rencontra par hasard Sofia, qui sortait d'une petite boutique avec un sac de pain et d'olives, ses cheveux détachés qui dansaient au vent léger de la nuit toscane, et elle le reconnut du café, le saluant d'un timide « Buonasera » et lui saisissant l'occasion, lui demanda comment elle allait, remarquant son poignet encore bandé par un bracelet qui cachait l'ecchymose, et Sofia, après un moment d'hésitation, s'ouvrit légèrement, lui racontant sa fille, Isabella, une petite de 6 ans vive avec des boucles châtains et un amour pour les dessins de fleurs qui vivait avec la grand-mère maternelle dans une petite maison entre les vignobles parce que Sofia luttait pour obtenir le divorce d'un mari ex-alcoolique et possessif qui la tourmentait avec des demandes d'argent et des menaces voilées, l'empêchant de refaire sa vie, et Giovanni écouta avec empathie, lui conseillant de chercher de l'aide auprès d'un avocat ou des autorités. Mais elle secoua la tête, les yeux brillants de larmes retenues, confessant la peur de représailles qui pouvaient toucher aussi Isabella. Et à ce moment-là, la signora Elena émergea de l'ombre d'une porte voisine, ayant entendu la conversation, et avec son air maternel, elle intervint présentant Sofia à Maria Conti, une enseignante de l'école élémentaire du bourg, une femme énergique de 40 ans, avec des lunettes à la mode et un sourire encourageant, qui organisait des rencontres informelles pour femmes en difficulté, un groupe de soutien où l'on parlait d'empowerment et de comment briser les cycles d'abus. Et Maria serra la main de Sofia avec chaleur, l'invitant à la prochaine rencontre dans une petite salle de la paroisse, lui promettant discrétion et solidarité. Et Giovanni, observant la scène, sentit un éclat d'espoir, mais aussi un conflit intérieur, se demandant s'il avait le droit de s'immiscer ou s'il risquait de compliquer les choses, et tandis que les femmes bavardaient, il se retira d'un signe, retournant à l'hôtel, avec l'esprit en tumulte. Et le lendemain, tandis que le groupe réparait, une moto dans la cour de l'hôtel, un paysan âgé nommé Pietro, avec un tracteur en panne le long de la route, s'approcha pour demander de l'aide, et Giovanni Luca et Marco, avec leurs compétences mécaniques, affinées par des années de voyage, se portèrent volontaires, démontant le moteur sous le soleil brûlant et résolvant le problème avec des pièces de rechange improvisées. Et Pietro, reconnaissant, les invita à déjeuner dans sa ferme où ils partagèrent des histoires et de vie rurale et nomade. Et la nouvelle se répandit dans le bourg, adoucissant légèrement l'hostilité de certains locaux qui commencèrent à les voir non plus comme des menaces, mais comme des hommes utiles, même si Giuseppe restait sceptique, marmonnant de loin, et Giovanni, se nettoyant les mains de l'huile, réalisa que ce petit geste pouvait être le début d'un pont avec la communauté. Mais en lui, le dilemme sur Sofia persistait un écho de son passé qui le poussait à agir sans savoir comment, tandis que le soleil se couchait de nouveau sur les collines, peignant le ciel de nuances violettes et or, et le bourg se préparait pour la nuit, ignorant des tempêtes intérieures qui agitaient l'âme de cet homme venu de loin. Un motard, avec un cœur marqué par des ombres, qui cherchait maintenant la lumière de la rédemption à travers l'aide aux autres, dans un entrelacement de destins qui se resserrait de plus en plus entre les vignes et les étoiles de la Toscane, où chaque choix pouvait changer le cours d'une vie, et Giovanni seul, avec ses pensées, se promit de ne pas répéter les erreurs du passé, même si le chemin vers l'action restait incertain et tortueux comme les routes qu'il avait parcourues toute sa vie. Tandis que le soleil de la fin d'après-midi
projetait un éclat rosé sur les façades ocre des maisons de Montepulciano, transformant le bourg en un tableau vivant de lumière et d'ombre qui dansait entre les ruelles étroites et les balcons fleuris de géraniums rouges. L'atmosphère dans le café, la Vigna Vecchia, se chargea d'une tension électrique, comme l'air saturé avant un orage estival qui s'abat sur les collines toscanes. Et ce fut précisément à ce moment-là que Antonio Lombardi, le gérant irascible, avec son cou taurin et ses veines pulsantes sur les tempes, émergea de la cuisine avec une expression furibonde, saisissant Sofia par un bras, tandis qu'elle nettoyait une table, après l'heure de fermeture, et d'un geste violent. Il la projeta contre le comptoir, lui hurlant des accusations infondées d'avoir raté une commande et d'être une bonne à rien qui ruinait son établissement, et le coup fut si fort que Sofia trébucha, tombant au sol, avec un gémissement étouffé, le visage pâle et strié de larmes silencieuses, tandis qu'une nouvelle ecchymose commençait à se former sur sa joue, et par hasard ou peut-être par un caprice du destin. Giovanni et ses compagnons Luca et Marco au passemi par là, se dirigeant vers une promenade vespérale pour évacuer la tension accumulée des jours précédents, et ils assistèrent à la scène à travers la vitrine embuée avec Giovanni, qui s'arrêta net, les muscles tendus comme des cordes d'une guitare, prêtes à jouer une note discordante, et sans hésiter, il fit irruption dans l'endroit en poussant la porte avec une force telle que la clochette d'entrée tintinabula, suivie de Luca, qui marmonnait des imprécations colorées sous sa barbe épaisse, des mots comme « maudit lâche » qui résonnaient dans le silence soudain du café vide, et de Marco qui serrait les poings avec des yeux flamboyants de rage juvénile, son corps maigre, vibrant d'énergie réprimée comme un moteur prêt à démarrer, et Giovanni se planta devant Antonio. La voix basse mais ferme comme le grondement d'un moteur en accélération, lui intimant de laisser la femme tranquille et de se vergogner d'avoir levé la main sur quelqu'un de plus faible, lui rappelant d'un regard perçant que la vraie force ne se mesure pas avec les poings, mais avec le contrôle de soi, et Antonio surpris, mais non intimidé. Rit moqueur en crachant des paroles venimeuses sur comment Sofia méritait chaque gifle pour son incompétence, l'accusant de vols imaginaires de la caisse et de flirter avec les clients pour des distractions, et il poussa Giovanni à la poitrine en tentant de le provoquer, ses mains grassouillettes, saisissant la veste de cuir avec une poigne visqueuse, déclenchant un presque tumulte, où Luca attrapa Antonio par le col de sa chemise, en sueur, le tordant, avec une manœuvre experte apprise en années de bagarre routière, et Marco aida Sofia à se relever, lui demandant si elle allait bien avec une gentillesse inattendue pour un garçon au passé turbulent, lui offrant un mouchoir de sa poche pour essuyer les larmes et lui murmurant des mots d'encouragement comme « Tu n'es pas seul maintenant », tandis que l'endroit se remplissait de l'odeur âcre de café brûlé oublié sur la plaque. Et précisément quand la situation semblait sur le point de dégénérer en une vraie bagarre, avec des chaises renversées qui roulaient sur le sol en carreaux ébréchés et des verres qui se brisaient en éclats scintillants sous les pieds. Giuseppe Marino, l'agriculteur méfiant qui avait disputé avec eux la veille au soir, entra dans le café, attiré par le bruit qui se propageait comme une onde dans les ruelles adjacentes, son chapeau enfoncé sur le front et les mains encore sales de terre, des champs où il avait taillé des vignes jusqu'au coucher du soleil, et au lieu de se joindre à la mêlée contre les vagabonds, il hésita un moment en se rappelant comment Giovanni et les siens avaient venu réparer son tracteur sans rien demander en retour. Un geste qui avait sauvé sa journée de travail dans les vignobles en lui permettant de labourer un champ supplémentaire avant la nuit, et avec un grognement réticent, il s'interposa entre Antonio et Giovanni, saisissant le bras du gérant et l'avertissant, avec des mots durs,
sur le fait que la violence n'avait pas sa place dans un bourg comme le leur, où les gens se connaissaient depuis des générations, et les torts se réglaient par le dialogue autour d'une table d'ostéria, non avec les poings dans un café public. Et cette intervention inattendue calma les ou un instant, permettant à Sofia de reprendre son souffle, tandis que Marco lui tendait un verre d'eau tiède du robinet, et bientôt, la nouvelle se répandit comme un incendie entre les rangs de vignes, attirant une foule de curieux de la place voisine, avec des habitants qui sortent des maisons proches, armés de torches électriques et de téléphones portables allumés, murmurant entre eux avec des expressions mixtes de choc et d'indignation, certains avec des châles sur les épaules contre la fraîcheur du soir naissant, et initialement, certains soutinrent Antonio, accusant les motards d'être des intrus qui provoquaient des désordres avec leur présence bruyante et tatouages, voyant, criant des phrases, des comme « Retournez sur vos routes poussiéreuses ». Maria Conti, l'enseignante énergique avec ses lunettes carrées et un foulard coloré au cou qui lui donnait un air d'autorité intellectuelle, s'avança de la foule en poussant doucement un couple d'anciens, la voix claire et autoritaire, comme pendant une leçon en classe sur l'histoire romaine, et raconta des histoires anonymes d'autres femmes du bourg qui avaient subi des abus similaires en silence peignant, un tableau vivant de comment la violence domestique et au travail était un poison caché qui rongeait la communauté depuis des années, citant des cas de mères seules qui avaient tout perdu par peur de parler comme une voisine qui avait abandonné le village après des années d'humiliation, et appela tous à se joindre en soutien à Sofia, transformant le moment en un appel collectif pour la solidarité qui résonnait entre les murs de pierre, et ses paroles touchèrent un des cordes sensibles, faisant hocher des têtes d'yeux grises et murmurer des accords d'un parmi les jeunes qui s'étaient joints au rassemblement, tandis que Giovanni, profitant du changement d'humeur qui se répandait comme une onde chaude, convainquit Sofia de briser le silence une fois pour toutes, la prenant par la main avec délicatesse et l'encourageant à raconter la vérité devant tous, et elle, avec la voix tremblante mais déterminée, qui gagnait en force au fur et à mesure qu'elle parlait, révéla la vérité complète. Non seulement Antonio la tourmentait au travail avec des insultes quotidiennes et des poussées délibérées qui laissaient des mythes, des marques invisibles sur l'âme, mais son ex-mari Paolo Bianchi, un homme dissipé et agressif, qui vivait aux marges du bourg, dans une ferme délabrée entourée de mauvaises herbes et de bouteilles vides, la persécutait avec des menaces continues pour lui extorquer de l'argent de son maigre salaire, l'empêchant de voir Isabella librement et promettant des vengeances si elle osait le dénoncer, décrivant des nuits où il frappait à la porte, ivre, hurlant des obscénités qui terrorisaient la petite, et ses confessions firent tomber un silence lourd sur la foule rompue, seulement par le sanglot de Sofia, et le murmure croissant de désapprobation, et Giovanni avec Luca à ses côtés, qui hochait la tête solennellement, proposa immédiatement d'agir, l'aidant à contacter les carabiniers locaux via un téléphone prêté par Maria, qui composa le numéro avec des doigts fermes, tandis qu'elle décrivait l'urgence avec précision pédagogique. Et entre-temps, le groupe de motards organisa une assemblée improvisée sur la place centrale sous le grand orme séculaire, éclairé par des lampadaires anciens qui projetaient des ombres dansantes sur les pierres irrégulières, où Giovanni parla avec passion à la communauté rassemblée, les exhortant à ne pas tourner le dos à leurs voisins et à former un réseau de protection contre les abus, décrivant comment, dans d'autres bourgs qu'il avait visités pendant ses voyages, des unions similaires avaient en sauvé des vies et reconstruit la confiance
et ses paroles prononcées avec l'accent rude du Sud, mais imprégné de sincérité forgée par la route, frappèrent juste, inspirant des volontaires parmi les présents à s'offrir comme témoins pour la dénonciation avec un boulanger qui se rappelait un épisode similaire dans sa famille et un vigneron qui promit de boycotter le café jusqu'à des changements et précisément dans ce frémissement d'unité naissante. Paolo Bianchi apparut soudain aux marges de la place, attiré par les voix qui couraient de maison en maison, comme un vent impétueux, le visage rougi par l'alcool consommé dans une taverne voisine et les yeux injectés de rage primitive, hurlant des insultes à Sofia et l'accusant de mentir pour lui ruiner la vie, l'appelant avec des épithètes cruelles qui faisaient rougir les femmes présentes, et il avança menaçant vers elles, poussant quiconque se mettait en travers avec des coups de coude violents, créant un moment de chaos pur où la foule se divisa entre ceux qui reculaient effrayés en se couvrant la bouche avec les mains et ceux qui se préparaient à réagir en serrant des bâtons improvisés ou des outils de jardin, mais Giovanni et Luca le bloquèrent avec une manœuvre coordonnée apprise en années de défense mutuelle sur des routes isolées, l'immobilisant sans violence excessive, mais avec fermeté. Giovanni lui tordant un bras derrière le dos, tandis que Luca lui bloquait les jambes et Marco appelait des renforts en criant aux présents de garder le calme, et Giuseppe maintenant pleinement du côté des motards, après avoir vu la vérité de ses propres yeux, se joignit à eux en saisissant Paolo par un bras et en lui criant au visage que le bourg ne tolérait plus des brutes comme lui rappelant quand ils jouaient ensemble enfants, mais que maintenant Paolo était devenu un monstre, et la communauté, galvanisée par cette confrontation dramatique, forma un cercle humain autour de Sofia, scandant des slogans de soutien comme « Basta violenza », tous, qui résonnaient entre les murailles anciennes en rebondissant sur les toits de tuiles rouges jusqu'à ce que les carabiniers arrivent avec les sirènes allumées qui déchiraient la nuit naissante, les lumières bleues qui dansaient sur les façades comme des feux follets, arrêtant Paolo pour menaces et agressions sous les yeux de tous le menottant avec des clics métalliques qui semblaient sceller un chapitre obscur, et dans ce tourbillon d'émotions qui laissait tous épuisés mais unis, la signora Elena, avec son tablier encore sur elle, de la boutique fermée en hâte, s'offrit d'héberger Sofia et Isabella dans sa maison spacieuse au-dessus du magasin, un refuge temporaire plein de chaleur familiale, avec des chambres parfumées de pain frais et d'herbes aromatiques séchées suspendues au plafond, où la petite pouvait jouer en sécurité avec de vieux jouets en bois hérités de générations. Et tandis que la nuit tombait sur les collines enveloppées d'un voile d'étoiles scintillantes qui semblaient des yeux curieux du ciel, le bourg commença à voir les motards sous une lumière nouvelle, non plus comme des étrangers dangereux, mais comme des catalyseurs de changement qui avaient porté à la surface des blessures cachées, et certains locaux les invitèrent eux-mêmes à la fête de la vendange imminente, un événement traditionnel avec de la musique folk, joué par des violonistes locaux et des verres de vin, un nouveau verset de tonneaux décorés, un geste d'acceptation qui réchauffa le cœur de Giovanni qui assit sur un banc de la place avec Luca et Marco, tandis que la foule se dispersait lentement, sentit un soulagement profond se diffuser dans sa poitrine, comme une gorgée de vin chaud, réalisant que leur intervention n'avait pas seulement sauvé une personne, mais avait réveillé la force latente de la communauté. Une onde d'empathie qui se propageait comme les racines des vignes dans le sol fertile et argileux de la Toscane, et tandis que le vent nocturne portait l'écho de rires lointains de maisons illuminées et le parfum de terre humide mêlé à la fumée des cheminées, Giovanni comprit que cette tempête venue des routes avait balayé non seulement l'obscurité autour de Sofia,
mais aussi un morceau de sa propre ombre intérieure, préparant le terrain pour une aube de rédemption collective dans ce coin enchanté de Toscane, où les actions courageuses pouvaient transformer des ennemis en alliés et des silences en voix unies, contre l'injustice et la place maintenant calme, avec seulement le froissement des feuilles laisse tomber, semblait garder la semence d'un nouveau début, prête à germer dans les jours à venir avec des promesses de solidarité et de résilience que personne n'aurait pu ignorer dans un entrelacement de vie qui se renforçait sous le ciel étoilé, rappelant à tous que le vrai pouvoir réside dans l'unité contre le mal caché, et Giovanni, avec un soupir de fatigue mêlé à satisfaction, leva le regard vers les étoiles parsemées, comme des diamants sur du velours noir, sentant pour la première fois, après des années, un sentiment de paix intérieure qui l'enveloppait comme une couverture chaude, tandis que le bourg dormait ignorant combien cette nuit avait changé son destin pour toujours. Mais avec l'air encore chargé de l'adrénaline résiduelle qui promettait d'autres développements, comme si la tempête n'était pas tout à fait passée, mais avait laissé de l'espace à des réflexions profondes, et Luca, rompant le silence, proposa de boire un dernier verre dans une trattoria ouverte, où ils parlèrent jusqu'à l'aube de plans futurs de comment ce bourg pouvait devenir un exemple pour d'autres lieux visités dans leur pérégrination, discutant d'organiser des événements de sensibilisation avec des projections de documentaires sur les abus et des débats ouverts impliquant des experts de villes voisines comme Arezzo ou Pérouse et Marco, avec enthousiasme juvénile, suggéra de créer un symbole pour la cause, peut-être un tatouage collectif avec un dessin d'une vigne entrelacée à une roue de moto représentant la fusion entre racines locales et esprit nomade, et tandis que l'horizon se teignait de rose à l'aube. Giovanni hocha la tête, sentant que cette nuit avait non seulement résolu un conflit, mais ouvert des portes à des collaborations inattendues avec Giuseppe, qui revint pour un café matinal et se joignit à la conversation proposant d'utiliser sa ferme pour des rencontres communautaires, transformant une simple confrontation en un mouvement enraciné dans le sol toscane, et Sofia, de la fenêtre d'Elena, observait la place avec gratitude, sachant que sa voix avait déclenché un changement irréversible, une onde qui se propagerait au-delà des collines, éduquant et protégeant d'autres en silence dans un chapitre de vie qui continuait à s'écrire avec l'encre du courage et de l'humanité partagée, tandis que le soleil se levait illuminant les vignobles avec une promesse de renaissance, et le bourg se réveillait à un nouveau jour avec des échos de cette tempête qui résonnaient comme des leçons apprises, poussant chacun à veiller et à agir dans un tissu social renforcé par des fils d'empathie forgés dans le feu de la nuit précédente, et Giovanni, montant sur sa moto, avec un grondement sourd, savait que les routes futures seraient démarquées par cette expérience, un phare pour naviguer des tempêtes similaires dans d'autres lieux d'Italie, où la solidarité pouvait émerger des ombres les plus inattendues, concluant cette phase de chaos avec un sentiment d'accomplissement qui préparait le terrain pour des guérisons futures. Mélie, sans fermer tout à fait le cercle, mais laissant ouverte la porte à des évolutions continues en harmonie avec le rythme éternel de la vie rurale toscane, où chaque tempête porte avec elle la semence d'un printemps plus vert. Tandis que les semaines se succédaient sous le ciel, changeant de la Toscane avec les feuilles des oliviers qui viraient du vert intense, alors automnal, et les vignobles qui se préparaient au repos hivernal après la vendange festive, où le bourg de Montepulciano avait dansé au rythme des accordéons et piétiné des raisins mûrs dans les cuves anciennes. Sofia Bianchi commença à reconstruire sa vie avec une détermination tranquille mais inébranlable, quittant le café, la Vigna Vecchia, maintenant sous une nouvelle gestion plus humaine, un jeune couple marié de Florence
qui avait repris l'endroit en le transformant en une oasis de courtoisie, avec des menus inspirés des produits locaux comme la ribollita et le pecorino frais, et elle déménagea à Sienne, une ville voisine, avec ses tours médiévales et ses places bondées d'étudiants, où elle trouva un emploi dans une boutique artisanale de céramique peinte à la main. Un travail qui lui permettait d'exprimer sa créativité en modelant des vases et des assiettes avec des motifs floraux inspirés des champs qui entouraient le bourg natal. Et là, loin des ombres du passé, elle put se consacrer pleinement à Isabella, sa petite curieuse qui fréquentait maintenant une école élémentaire pleine de couleurs et de jeux, apprenant à lire des histoires de fées et de dragons avec des yeux écarquillés d'émerveillement, et les visites hebdomadaires de la grand-mère maternelle apportaient avec elle des douceurs maison et des récits de famille qui renforçaient les liens brisés, tandis que Sophia, avec les cheveux désormais détachés et un sourire authentique qui illuminait son visage, apprenait à faire confiance au monde, à nouveau fréquentant des sessions de thérapie organisées par une association locale pour victimes d'abus, où elle partageait des expériences avec d'autres femmes dans un cercle d'empathie qui soignait des blessures invisibles, explorant des techniques de mindfulness et de journaling pour élaborer le trauma, transformant la douleur en art à travers des esquisses personnelles qui représentaient des papillons émergeant de cocons, symboles de renaissance, qui décoraient les murs de sa nouvelle maison modeste, donnant sur une ruelle fleurie, et Giovanni Rossi, observant de loin ces changements pendant ses visites prévides et sporadiques, sentait une chaleur intérieure se diffuser comme le soleil qui réchauffe la terre, après une pluie, réalisant que son intervention avait déclenché une chaîne de transformation non seulement pour Sophia, mais pour l'ensemble du groupe de motards qui, maintenant inspirés par cet épisode, avaient été canalisés leur énergie nomade en initiatives bénéfiques, organisant des rassemblements annuels pour collecter des fonds destinés à des centres anti-violence dispersés en Toscane, où ils distribuaient des casques personnalisés et des kits d'urgence pour femmes en fuite, et enseignaient des cours gratuits d'autodéfense sur 2 roues, mélangeant des leçons de conduite sûre avec des techniques d'empowerment émotionnel, comme des exercices de respiration pour gérer la panique et des stratégies pour reconnaître les manipulateurs émotionnels. Et Marco Esposito, le jeune du groupe, s'était particulièrement attaché à Isabella pendant l'une de ses visites, lui enseignant à dessiner des motos stylisées avec des pastels colorés sur des feuilles grandes comme des cartes routières, devenant une sorte d'oncle acquis qui lui racontait des aventures de voyages lointains pour stimuler son imagination, l'emmenant même à un petit rassemblement local où la petite put monter sur une moto à l'arrêt et faire semblant de conduire riant de joie pure, tandis que Marco lui expliquait les principes de base de la mécanique en termes simples, comme si c'étaient des contes, et Luca Moretti, avec son rire contagieux, s'occupait de coordonner les dons, contactant des sponsors parmi des mécaniciens et des producteurs de vin qui avaient entendu parler de leur histoire, transformant le groupe de simples voyageurs en un symbole de résilience communautaire, et même Giuseppe Marino. L'agriculteur, autrefois hostile, avait noué une amitié improbable avec eux, les hébergeant dans sa ferme pour des dîners rustiques à base de bistecca à la Fiorentina et de vin rouge robuste, où il partageait des anecdotes sur des récoltes abondantes et des routes périlleuses et organisait des barbecues collectifs qui réunissaient tout le bourg avec des feux de camp qui illuminaient la nuit et des histoires qui coulaient libres comme le Sangiovese dans les verres, démontrant comment les préjugés pouvaient se dissoudre face à des gestes concrets de générosité, et pendant l'une de ces réunions, Giuseppe confessa avoir revu ses convictions après avoir assisté à un épisode similaire dans sa famille éloignée. Un cousin qui avait ignoré
des signaux d'abus pendant des années, et maintenant il s'engageait à éduquer ses neveux sur des thèmes de respect et d'égalité, utilisant des livres illustrés et des discussions familiales pour instiller des valeurs de non-violence dès le plus jeune âge. Et la signora Elena, avec son magasin toujours ouvert comme un phare d'accueil, devint le point de référence pour ceux qui cherchaient les conseils distribuant des pamphlets éducatifs sur comment reconnaître les signaux d'abus, comme des changements soudains de comportement des isolements sociaux ou des blessures inexplicables, et encourageant les voisins à ne pas tourner le dos, transformant son comptoir en un forum informel de sensibilisation où les clients habituels s'arrêtaient non seulement pour du pain et des olives, mais pour échanger des idées sur comment soutenir des amis en difficulté. Et Maria Conti intégrait des leçons sur l'égalité des genres et le respect dans ses classes scolaires. Utilisant l'histoire de Sofia comme exemple anonyme pour enseigner aux enfants l'importance de parler contre l'injustice, plantant des semences d'éducation qui germeraient dans les générations futures avec des activités pratiques comme des jeux de rôle pour simuler des situations de harcèlement et enseigner l'empathie ou des projets artistiques où les petits créaient bientôt des affiches avec des messages anti-violence à accrocher dans les rues du bourg, fomentant un mouvement grassroots qui s'étendait au-delà des confins de Montepulciano, atteignant même des bourgs voisins à travers des newsletters communautaires et des réseaux sociaux locaux et lors d'une soirée tiède de fin d'été pendant une assemblée communautaire dans la salle paroissiale éclairée par des bougies tremblotantes et des fresques fanées de saints protecteurs. Giovanni fut invité à parler devant une assemblée de visages familiers avec Sofia. Assise au premier rang, à côté d'Isabella, qui serrait un dessin pour lui, et d'une voix grave mais inspirée, il partagea la leçon apprise de cette expérience que la vraie force ne réside pas dans la dureté extérieure ou dans la solitude des routes infinies, mais dans la capacité de reconnaître la douleur d'autrui et d'agir avec compassion, soulignant comment quiconque, même celui qui apparaît le plus rude ou marqué par la vie comme un motard couvert de tatouages, peut custodier un cœur capable de gentillesse profonde, et il éduqua l'auditoire sur les dangers de l'indifférence, expliquant que le silence face à la violence est une forme de complicité qui perpétue le cycle du mal, encourageant tous à apprendre les signes d'alarme, comme des retraits sociaux, des excuses fréquentes pour des absences ou des expressions de peur voilée, et à intervenir de manière sûre en contactant des autorités ou des associations spécialisées au lieu d'agir impulsivement, citant des ressources nationales comme le numéro anti-violence 1522 et des programmes locaux de soutien psychologique, soulignant l'importance de l'éducation dès l'enfance pour construire une société où l'empathie prévaut sur l'égoïsme. Et il approfondit avec des exemples pratiques comme l'utilisation d'applications pour des signalements anonymes ou des ateliers sur la communication non violente inspirés de méthodes de psychologues renommés qui enseignent à transformer les conflits en opportunités de croissance, et ces paroles résonnèrent dans la scène, dans la salle comme un écho entre les collines, touchant des cœurs et poussant certains à partager leurs propres histoires cachées, créant un mosaïque de témoignages qui renforçait le tissu social du bourg avec une dame âgée qui raconta avoir aidé une nièce des années auparavant et un jeune père qui promit d'enseigner à ses enfants la valeur du consentement. Et tandis que la soirée se concluait avec des applaudissements chaleureux et des embrassades spontanées, Giovanni s'approcha de Sofia lui remettant un petit pendentif en forme de moto qui symbolisait la liberté et la protection. Et elle le remercia avec des yeux brillants, non plus par pitié, mais par gratitude authentique, reconnaissant comment ce geste avait illuminé ses cicatrices en les transformant en source de force, et le groupe, au moment du départ, le lendemain, avec les motos chargées de cadeaux du bourg, bouteilles,
de 20 fromages enveloppés dans du papier et dessins enfantins, salua la communauté avec un grondement collectif qui résonna entre les murailles anciennes, et Giovanni, en tête du convoi, leva une main en signe d'adieu, tandis qu'il filait en bas des courbes sinueuses, sentant dans le vent le poids allégé de son passé, où les blessures autrefois ouvertes émanaient maintenant une lumière de guérison. Se rappelant à lui-même et au monde que les cicatrices ne définissent pas une personne, mais peuvent devenir des cartes vers des actes d'humanité. Et Montepulciano retournait à sa quiétude quotidienne avec le parfum de pain frais, et le son de cloches lointaines gardait cette histoire comme un trésor, un avertissement éducatif que la compassion née de cœurs endurcis par les épreuves de la vie peut illuminer des chemins obscurs et inspirer des changements durables, enseignant que chacun de nous a le pouvoir de briser des chaînes invisibles à travers l'écoute active, le soutien mutuel et l'éducation continue contre la violence dans un cycle vertueux qui se propage comme les vignes qui grimpent sur les pentes toscanes résilientes et vitales sous un soleil qui se lève toujours nouveau sur des horizons d'espoir. Et ainsi, tandis que le convoi disparaissait à l'horizon, le bourg savait que cette lumière des cicatrices continuerait à briller, guidant d'autres petites dames vers la liberté et la paix intérieure dans un monde où l'humanité triomphe quand on choisit d'agir avec le cœur, transformant la douleur en un phare pour les autres, et Giovanni, filant vers de nouvelles aventures, portait avec lui cette leçon éternelle, prêt à partager son essence éducative partout où la route le mènerait, car en fin de compte, c'est à travers l'empathie et l'action que l'on construit un avenir plus juste, libre d'ombre et riche en connexions authentiques. Et des mois plus tard, dans une lettre que Sofia envoya à Giovanni pendant un de ses voyages en Puglie, elle décrivit comment elle avait commencé à faire du volontariat dans un refuge pour femmes, utilisant son expérience pour conseiller d'autres survivantes, leur enseignant des techniques de résilience apprises en thérapie, comme la création de journaux de gratitude pour se focaliser sur les moments positifs. Et cela la faisait se sentir non plus une victime, mais une guide. Un phare pour ceux qui naviguaient des mers tempétueuses similaires aux siennes. Et Giovanni, lisant ces mots sous un olivier centenaire, sourit pour la première fois sans regret, sachant que la semence plantée à Montepulciano avait germé en un jardin d'espoir partagé, et le groupe, s'élargissant avec de nouveaux membres, inspirés par leur mission, continua à parcourir l'Italie, organisant des événements sur des places historiques du nord au sud, collaborant avec des écoles pour des programmes anti-harcèlement qui incluaient des démonstrations de moto pour capturer l'attention des jeunes enseignants que la vraie aventure est dans la gentillesse, non dans la vitesse. Et Luca, pendant l'un de ces événements, partagea son histoire personnelle d'une enfance marquée par la pauvreté, révélant comment la fraternité du groupe l'avait sauvé, encourageant les participants à former des réseaux de soutien locaux, et Marco, grandissant en maturité, commença à étudier en ligne pour devenir un consultant social, combinant sa passion pour les motos avec un engagement professionnel contre la violence, et Giuseppe, de retour dans le bourg, transforma une partie de sa ferme en un centre communautaire pour des ateliers agricoles mixtes à des sessions éducatives où des paysans et des artisans se réunissaient pour discuter de durabilité émotionnelle en plus d'environnemental. Et Elena, avec Maria, fondèrent un club de lecture focalisé sur des livres d'empowerment féminin, de femmes qui courent avec les loups, à des mémoires de survivantes italiennes, créant des espaces de dialogue qui nourrissaient l'âme du bourg. Et dans ce tissu de changements entrelacés, la leçon centrale émergeait cristalline que la violence prospère dans l'isolement
mais meurt dans la lumière de la communauté unie et pour éduquer les futures générations, il était essentiel d'intégrer des thèmes d'empathie dans les curricula quotidiens, comme enseigner aux enfants à identifier les émotions d'autrui à travers des jeux de rôle ou des histoires illustrées, et pour les adultes, promouvoir des cours sur la communication assertive pour prévenir les conflits, rappelant que chaque acte de courage, comme celui de Giovanni, peut déclencher un effet domino de positivité. Et ainsi, l'histoire de Montepulciano devint une légende locale racontée autour des feux hivernaux. Un exemple vivant que la lumière des cicatrices non seulement illumine le chemin personnel, mais irradie des communautés entières, les poussant vers un horizon d'équité et d'amour, où chaque cœur, peu importe combien marqué, peut devenir source de transformation, et Giovanni, des années plus tard, revenant occasionnellement au bourg, trouvait toujours un accueil chaleureux, un rappel que les routes de la vie, bien que tortueuses, mènent toujours à des destinations de rédemption si guidées par la compassion, concluant un cycle qui se renouvelle éternellement dans la danse de la vie humaine.